L'enseignant est la liaison entre l'élève et le savoir. Rassurez-vous, ce n'est pas moi qui affirme cela, mais plutôt l'instituteur mauritanien Brahim Belagmi. Une affirmation qui tombe bien à propos en ce 5 octobre consacré Journée mondiale des enseignants et des enseignantes par les Nations Unies. Et qui plus est, au lendemain de la rentrée scolaire 2022-2023 au Burkina. Quels sont les enjeux de cette année scolaire au moment où le Burkina est secoué par des crises multiformes, sanctionné en plus par un coup d'État survenu le 30 septembre 2022. Pour en parler, le tribunal de l'actualité a convoqué pour vous aujourd'hui Souleymane Badiel. Il est secrétaire général de la Fédération des syndicats nationaux des travailleurs de l'éducation et de la recherche, c'est le FSYNTR. Merci et bonjour d'abord d'honorer notre convocation. Merci à vous également et bonjour Président. En face de vous, deux juges de ce tribunal, devant lesquels, vous le savez très bien, les faits sont sacrés et les commentaires libres. Bonjour juge Bougma. Bonjour Président Tomongi, bonjour juge Ouedraogo, bonjour Madame, Monsieur. Président Tomongi, bonjour. Juge Bougma, bonjour. Auditeurs, téléspectateurs, bonjour. Bonjour à nouveau à toutes, bonjour à tous. C'est la 3e audience de la semaine pour le tribunal de l'actualité que j'ouvre à présent avec les avant-propos des juges. Juge Bernard Bougman, quel est votre avant-propos de ce 5 octobre? Alors, mon avant-propos, c'est vrai que c'est en lien avec l'actualité, mais c'est des félicitations. Compte tenu de ce qu'on a traversé, il y a des entités qui s'y sont mises. Et je pense qu'également, on doit leur tirer une fière chandelle parce que leur intervention a permis d'éviter un certain nombre de choses, notamment le pire, parce que les frères d'armes pouvaient se rentrer là-dedans et ce n'était pas évident. Donc je pense à nos autorités morales, les autorités coutumières, religieuses, qui se sont retrouvées pour se parler, et parler surtout aux différents protagonistes et qui a abouti effectivement à ce conseil. Donc la reddition du lieutenant-colonel Damiba et ses hommes, avec également ce qu'il a posé comme condition. Bon, la dernière fois j'avais dit que les conditions de fait c'était que 2. Le reste c'était vraiment des souhaits des chantiers qu'il souhaite que ça se poursuive et qui permet également que la situation se tasse. Quand les muscles se sont bandés samedi, il y a eu plusieurs appels qui ont été émis au niveau, quand on regarde les réseaux sociaux, la question c'est où sont les autorités religieuses, où sont les autorités traditionnelles, où se retrouve le Mogonaba, on attend le son de grands imams, finalement l'évêque, l'archevêque, le cardinal, il est où? Il y a eu ces appels-là de partout, où sont les révérends pasteurs, on les a entendus. Donc finalement, ces messieurs-là se sont réunis et ont travaillé à un apaisement de la situation. Donc je pense que c'est vrai que quand on parle de ces entités, on peut ne pas être d'accord sur un certain nombre de choses, mais jusqu'à présent, pour le moment, elles constituent ce qu'on appelle un dernier rempart. Parce que dans la situation où on était, qui était le rempart? Qui pouvait faire en sorte que les deux se parlent? Sur le dispositif républicain, on n'avait pas encore pu réunir encore les conditions pour qu'il y ait une force à un moment donné qui puisse faire tampon. Donc c'était pour les féliciter pour cette initiative et les encourager parce que ce n'est pas aussi facile de rendre service. La suite on la connaît avec ce qui a été dit, développé après, mais bref, ils ont joué leur rôle. Deuxième félicitation, c'est une page satirique, donc qui tire, qui tourne les faits réels en dérision et qui a fait rire beaucoup. La page Les Ablaceries. Les Ablaceries, c'est une page qui a commencé petitement, mais qui a su, quand on suit cette page-là ces derniers temps, bon, on en rit à gorge déployée. Ça détend dans cette atmosphère où tout était tendu, c'était très compliqué. En même temps qu'elle fait de la VAR, en même temps elle fait rire les uns et les autres. Et bon, j'ai dit, c'est dans ce contexte-là, à un moment donné, on avait besoin de sourire. Et pour terminer, c'est le duo Les Séparables, qui, entre profondeur de texte, très bon maniement de la langue, morée comme français, j'ai dit profondeur de texte,
qui font rire par moments, mais avec suffisamment de sérieux et de leçons à tirer, qui ont également contribué dans cette affaire-là. Ça a détendu les uns les autres. J'ai même suivi le poste de Nestorine Sangaré sur la sortie des Séparables. Je pense que c'est un duo également à encourager, à féliciter. Ce n'est pas facile, parce que par moments, ils épinglent durement, de façon très dure, les acteurs majeurs de notre scène sociopolitique et même militaire. J'ai dit ce n'est pas facile, mais quand même, ce groupe-là aussi a joué sa partition. Et donc, c'était ce que j'avais à dire comme avant-propos ce matin. Des félicitations donc, pourvu que ça continue et qu'on sorte de cette impasse. Juge Inoussa Ouedraogo, quel est votre avant-propos du jour? Merci, Président. Je voudrais féliciter à mon tour, cette fois-ci, ces hommes et femmes qui ont travaillé à ce que Djibo soit ravitaillé. On a appris avec beaucoup de bonheur que cette ville a reçu 70 tonnes de nourriture qui leur a été envoyé de vivres par hélicoptère. C'est une bonne nouvelle et nous encourageons en tout cas ceux qui l'ont fait à continuer dans ce sens-là, à faire en sorte que les autres villes aussi qui sont demandeurs puissent continuer à en recevoir. Souhaiter également que la diaspora burkinabé qui contribue fortement à cet effort de guerre et qui envoient souvent leurs contributions de diverses manières, soient salués ici et qu'ils continuent également à faire ce travail formidable qu'ils font, leur contribution donc à l'effort de guerre. Ils le font en matière de ressources financières et économiques, mais ils le font également intellectuellement en apportant leur contribution à la réflexion globale pour sortir le Burkina Faso de cette situation. Courage à tous et vivement que le Burkina sorte de cette situation difficile. Félicitations donc pour les avant-propos des juges et merci et courage pour que ça continue. Vous nous écoutez sur la 100.7 en modulation de fréquence et vous faites bien. C'est Watt FM, la radio 100% urbaine, qui vous offre en simultané avec True TV le tribunal de l'actualité avec à la barre des convoqués aujourd'hui Souleymane Badiel. Il est secrétaire général de la Fédération des syndicats nationaux des travailleurs de l'éducation et de la recherche FSynter. Avant d'entrer dans le vif du sujet de l'audience du jour, voici la séquence question de généralité. Juge Bougma, qu'est-ce que vous avez pour notre convoqué? Alors, question de généralité, c'est l'actualité que nous vivons. Un énième coup d'État au niveau du Burkina Faso. Alors, les militaires se sont invités encore en politique, comme s'ils étaient d'ailleurs sortis. Qu'est-ce que cela, qu'en pensez-vous de ce coup de force qui vient de s'opérer? Bon, merci juge Bougouma. Je crois que c'est une situation que je qualifierais d'assez préoccupante. Comme vous-même vous l'avez dit, les militaires se sont invités une fois de plus dans l'arène politique et ce n'est donc pas une première. Et je pense que la grande majorité des Burkinabés connaissent la position des organisations syndicales, particulièrement les nôtres, en ce qui concerne les coups d'État. Pour nous, les coups d'État ne peuvent pas être les voies qui vont permettre justement à notre pays de sortir de la situation difficile dans laquelle elle se trouve, que ce soit celle présente ou celle antérieure. Parce que l'expérience, l'histoire de notre pays même le montre. Mais ce que je retiens, c'est particulièrement de ces derniers coups d'État, c'est qu'ils révèlent encore plus la grande fracture qu'il y a au sein des forces de défense et de sécurité, qui constituent quand même une institution importante dans le dispositif du système qui est en cours, le système politique qui est en cours à l'heure actuelle. Et de ce point de vue-là, on peut s'inquiéter, et je pense qu'il est tout à fait juste que les Burkinabés puissent s'inquiéter. Du coup, ça installe notre pays dans une situation d'incertitude et qui demande que justement les différentes composantes puissent jouer convenablement leur rôle. Et pour ce qui concerne les syndicats comme les nôtres, nous allons continuer à jouer notre rôle de veille pour que effectivement le pays puisse avancer, qu'on puisse arriver à une solution juste qui permette à notre pays de régler au mieux
les problèmes auxquels ils sont confrontés, comme ça l'est dans la plupart des pays avancés. Oui, juge Bougma, vous voulez renchérir ou alors juge Inoussa Ouedraogo? Merci, Président. Alors, on a entendu le capitaine Ibrahim Traoré indiquer qu'il va organiser les forces vives afin qu'on choisisse un président qui pourrait être civil ou militaire. En ce moment, le débat est en cours au sein de l'opinion. Il y a ceux qui pensent que les militaires doivent conserver, entre guillemets, les choses, et il y a ceux qui pensent qu'effectivement, il faut faire en sorte qu'on ait une transition civile. Quel est votre point de vue sur ce débat qui est en cours? Non, moi, je ne voudrais pas émettre un point de vue sur ce débat au regard de ce que j'ai indiqué. Si nous estimons que les coups d'État ne constituent pas la voie pour aller vers des lendemains meilleurs pour notre pays, une fois qu'un coup d'État intervient, il ne nous appartient pas d'indiquer comment justement la situation doit être gérée. Mais ce que je voudrais dire, c'est que en observant la situation, il y a quand même des questions qu'on se doit de se poser. L'une de ces questions-là, c'est laquelle? C'est que le capitaine Ibrahim Traoré a dit qu'ils ont évincé le lieutenant-colonel Damiba à la tête du MPSR et que désormais, c'est lui qui devient le président du MPSR. MPSR que les Burkinabés avaient pensé avoir été dissous à la suite de l'adoption de la charte. Il est donc le président du MPSR. Il organisera des assises à quel titre? Est-ce que c'est en tant que président du MPSR? Le président qui va être choisi, sera-t-il le président du MPSR ou de quoi? Deuxième question que moi je me pose, le MPSR c'est quoi exactement? Moi je n'ai pas encore vu un document qui détermine ou en tout cas qui précise les orientations du MPSR, les objectifs du MPSR pour l'ensemble de notre peuple, pour lui permettre d'apprécier. Donc, je suis plus dans des interrogations que dans une situation d'appréciation dans le sens effectivement de dire qu'il faut aller effectivement dans le sens du choix d'un président militaire ou un président civil. On est dans des appréciations, on attend de voir, on ne sait pas exactement comment les choses vont se passer, mais on attendra des éclairages nécessaires. Aujourd'hui, c'est le 5 octobre, journée mondiale des enseignants et enseignantes, placée cette année sous le thème « La transformation de l'éducation commence avec les enseignants ». Monsieur Badiel, peut-on réellement parler de transformation de l'éducation dans un contexte national marqué par ces crises-là, sécuritaires, humanitaires, alimentaires, qui sont quand même aigus au Burkina? Oui, je pense qu'on doit pouvoir en parler. Il faut même en parler. Parce que l'éducation, c'est un pilier important du développement d'une nation. Si vous ne transformez pas votre éducation, je crois que les problèmes de votre pays ne peuvent qu'effectivement être des problèmes qui s'empirent au fur et à mesure on avance. C'est pourquoi, de mon point de vue, il est important, il est même impérieux de travailler à ce que l'éducation soit transformée. On reviendra là-dessus pour qu'on voit le lien qu'il y a entre effectivement la déliquescence de notre système éducatif et un certain nombre de problèmes auxquels le pays est confronté ces dernières années-là. Oui, justement, et avant de laisser la parole au juge pour parler de cette déliquescence dont vous faites état, qu'est-ce qu'il faut entendre précisément par transformation de l'éducation? Il faut rappeler que les dirigeants du monde entier ont été conviés à un sommet sur cette transformation de l'éducation. C'était le 19 septembre dernier, en réponse à, je cite, une crise mondiale de l'éducation portant sur des facteurs tels que l'équité, l'inclusion et la qualité et la pertinence, fin de citation. Évidemment, toute cette situation, on la retrouve au Burkina, où il n'y a pas d'équité, où il n'y a pas d'inclusion, où la qualité et la pertinence de l'éducation sont également corrélées. Et qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui entendre par transformer l'éducation? Et pourquoi c'est seulement aujourd'hui qu'on en parle?
Non, je crois que la transformation de l'éducation, ce n'est pas aujourd'hui seulement qu'on en parle. C'est vrai que le thème de la Journée mondiale de l'enseignant de cette année est accentué sur l'aspect des transformations. Mais nous, en tant qu'organisation syndicale, nous parlons de la nécessité de cette transformation de l'éducation-là depuis des années. Je précise que depuis des années, l'International de l'éducation, qui est la fêtière d'un certain nombre d'organisations syndicales au plan international, est la cheville ouvrière dans la commémoration de cette journée-là. Nous faisons partie de cette fêtière-là. Et donc, il y a un certain nombre de préoccupations liées à l'éducation qui sont portées par cette fêtière-là et également par notre organisation de façon spécifique. Transformer l'éducation, c'est faire en sorte que l'éducation, effectivement, soit une éducation de qualité et une éducation qui soit accessible à l'ensemble des citoyens. C'est à ce prix-là seulement qu'effectivement, il peut être un outil au service du développement d'une nation. Oui, juge Boukwa. Oui, l'éducation, c'est l'éducateur, pour ne pas dire l'enseignant, c'est en même temps l'arme la plus puissante pour transformer les sociétés. Exactement. Alors aujourd'hui, la situation de l'enseignant burkinabé, elle est comment? Après toutes ces années de lutte, de promesses et de rivalisation de statuts, même les dénominations ont changé, mais fondamentalement, la situation de l'enseignant burkinabé, elle est comment, pardon? C'est une situation qui n'a pas beaucoup évolué du point de vue de l'amélioration des conditions de vie et même des conditions de travail. Vous avez suivi, il y a encore quelques semaines, il y avait encore des manifestations, pendant même que nous étions en vacances, des enseignants, d'un certain nombre de personnels relativement à leurs conditions. Et il y a donc des problèmes liés à la carrière des agents qui se posent et qui n'ont pas encore trouvé de solution. Il y a des problèmes liés aux conditions matérielles avec lesquelles les enseignants et les autres personnels d'appui à l'éducation travaillent et qui ne sont pas dans des conditions qui ne sont pas suffisamment réunies. Il y a l'impact même de la problématique de l'insécurité aujourd'hui qui mène les enseignants et l'ensemble des personnels de l'éducation dans des situations extrêmement difficiles, à la fois physiques, à la fois psychologiques. Il y en a même, je rappelle, qui ont perdu leur vie dans cette situation. Donc, en résumé, la situation n'est pas reluisante. Elle est à l'image même de notre système éducatif que j'ai qualifié tout à l'heure d'un système qui est en déliquescence. Oui. Alors, si le système est en déliquescence, les conditions des enseignants sont difficiles, la qualité est en baisse permanente. Aujourd'hui, si vous avez le pouvoir de décider, qu'est-ce que vous changerez dans cette situation-là? Et quels sont les axes sur lesquels il faut mettre l'accent pour faire en sorte que le système éducatif retrouve ses meilleurs moments? Non, je resterai dans mon rôle de syndicaliste. Et à ce titre-là, nous formulons des revendications qui sont contenues dans des plateformes revendicatives. C'est vrai que quand on dit plateforme revendicative, les gens pensent que c'est juste l'amélioration des rémunérations. Les gens résument les plateformes revendicatives à ça. Mais loin de là, quand vous prenez les plateformes revendicatives, elles comportent des préoccupations qui touchent la qualité du système de façon globale, qui touche donc l'amélioration des conditions de vie et des conditions de vie. Donc de ce point de vue, quand on regarde le contenu de nos plateformes, les préoccupations qui y sont contenues sont des éléments sur lesquels on devrait pouvoir agir. Nous estimons qu'on devrait pouvoir agir pour améliorer sensiblement la situation de l'éducation. Mais plus globalement, il s'agit aussi des questions d'orientation politique. Et en ce moment-là, ce ne sont pas des syndicats qui décident, c'est à un autre niveau. Vous savez que
depuis pratiquement les années 90, comme nous aimons à le rappeler, avec l'entrée de nos pays là dans les programmes d'ajustement structurel, il y a ce qu'on a appelé l'ajustement structurel du secteur de l'éducation, qui a fait qu'un certain nombre d'institutions internationales telles que le FMI, la Banque mondiale ont dessiné des orientations pour nos pays, et ce sont ces orientations-là qui sont suivies. Même quand on passe d'une politique à une autre, mais le substrat reste le même. Et une des orientations phares de cette politique-là, c'est la privatisation de l'éducation. Et dès l'instant où on rentre dans la privatisation, on voit les conséquences, les résultats que ça a, à la fois en termes de qualité, mais aussi en termes d'accessibilité, surtout dans des pays comme les nôtres où effectivement une grande majorité de la population n'a pas les ressources nécessaires pour pouvoir soutenir une éducation payante de bout à bout pour leurs enfants. Oui, Monsieur Madiel, on sait que la situation au Burkina est justement difficile depuis quelques années. Il y a ces crises récurrentes, sécuritaires, humanitaires, alimentaires. Quel est l'impact donc de cette situation sur le monde éducatif? Vous-même, vous avez sorti un certain nombre de préoccupations, notamment avec l'unité d'action syndicale qui a demandé encore récemment l'examen de ces préoccupations formulées le 1er mai dernier, ainsi que le 26 septembre, je crois, par rapport à cette situation sociopolitique que traverse le Burkina et qui impacte lourdement le système éducatif et donc le monde de l'éducation. Quelles sont ces préoccupations? Comment on y va progressivement pour résoudre ce problème? Quand vous prenez la situation liée aux actions des groupes armés terroristes aujourd'hui, sur le terrain, vous avez, quand nous faisons le bilan, c'est au moins une douzaine d'enseignants qui ont perdu la vie. À la fin de l'année scolaire passée, le ministère lui-même a dénombré 4258 écoles fermées, auxquelles il faut ajouter de fait le centre universitaire de Dori, même si les autorités disent non, c'est pas fermé, officiellement c'est pas fermé, mais de fait le centre universitaire de Dori est fermé. Vous avez plus de 700 000 élèves qui sont mis hors des classes, mais ça c'est ceux qui étaient dans ces écoles-là et qui ne peuvent plus y accéder parce que ces écoles sont fermées. Mais on ne prend pas en compte les cohortes des jeunes qui ont atteint l'âge d'aller à l'école dans ces localités et qui ne peuvent plus y accéder. Ça veut dire que ce sont des millions d'enfants de notre pays-là qui ne peuvent pas accéder justement, qui ne peuvent pas bénéficier de leur droit fondamental qui est celui du droit à l'éducation. Et ça, c'est une situation véritablement préoccupante. C'est pourquoi l'une des exigences ou des revendications que nous formulons depuis au moins 3-4 ans maintenant, c'est de faire en sorte que les conditions soient réunies pour que les écoles puissent ouvrir et fonctionner sur l'ensemble du territoire, de notre territoire. Bien entendu, ça ne réglera pas les problèmes de notre école parce que cette situation est venue trouver un certain nombre d'autres problèmes qui existaient et sur lesquels il va falloir travailler. À cette rentrée, vous avez également l'aggravation de la vie chère qui impacte fortement notre système éducatif. On pourra revenir avec des détails pour vous montrer en quoi effectivement à cette rentrée scolaire universelle 2022-2023 là, la situation, moi j'ai dit aux gens qu'elle est presque cauchemardesque pour beaucoup de parents dans notre pays. Parce que vous avez les fournitures scolaires et les fournitures manuelles qui ont grimpé de prix. Le stylo, il y a quelques mois, vous l'achetez à 100 francs, mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas l'avoir à moins de 150 francs.
Il y a certains endroits où le stylo, là, il est vendu à 200 francs. C'est la réalité du terrain. Vous prenez les cartons de papier rame. Bon, vous l'aviez à 11 000 francs. Aujourd'hui, vous ne l'avez pas à moins de 15 000, 16 000 francs. Les frais de scolarité ont augmenté. Le ministère a sorti une note lorsque pendant les vacances, le bruit a couru que les frais de scolarité dans les privés allaient augmenter. Le ministère a sorti juste une note pour inviter les promoteurs privés à ne pas aller dans ce sens. Mais une note, c'est pas ça qui règle une situation sur le terrain. La réalité, c'est que pratiquement l'ensemble des établissements privés ont procédé au réajustement des frais de scolarité, et le point que nous avons fait sur l'ensemble du territoire nous indique que cette augmentation s'est située entre 7 000 francs et 23 000 francs CFA. Ce qui est énorme, c'est évident. Je n'ajoute pas à ça le fait que le prix de l'essence a énormément augmenté et qui impacte bien entendu les ressources pour assurer le transport des élèves et des étudiants pour accéder à leur lieu d'apprentissage. Donc globalement, c'est une situation, une rentrée extrêmement difficile et à laquelle justement les apprenants, les éducateurs, les administrateurs vont faire face, et bien entendu les parents. Et c'est pourquoi nous estimons qu'il faille ne pas occulter cette situation-là et croire qu'il y a des priorités qui doivent être exécutées et que l'on mette entre parenthèses un certain nombre de questions qui, nous insistons là-dessus, et j'insiste vraiment là-dessus, sont les causes fondamentales de la situation dans laquelle justement notre pays se trouve. Parce que si vous avez de nombreux enfants comme ça qui ne peuvent pas aller à l'école, qui sont déscolarisés, le risque justement, c'est qu'ils basculent sur d'autres terrains. Le risque, c'est que vous créez une situation où les groupes terroristes armés ont des possibilités de recrutement avec tout ce que ça comporte comme danger pour l'avenir de notre pays. Donc, en résumé, pour nous, il ne faut pas effectivement résoudre et occulter les questions qui sont liées à l'éducation, qui doivent trouver des réponses dans le contexte actuel de notre pays, là, en termes de formation, en termes d'amélioration des conditions de vie et de travail des apprenants, des éducateurs, etc. Juge Bougma, notre convoqué nous explique que la situation actuelle est cauchemardesque pour les parents. Oui, et ça, pour les parents d'élèves, en tout cas, ils savent qu'il y a un renchérissement de coûts de fourniture. Pour ceux qui sont passés en librairie, ça au moins c'est clair. Mais en même temps, il y a aussi la révision des curricula qui a été entamée depuis un certain temps pour que l'éducation burkinabé soit en phase avec les réalités socio-culturelles également du Burkina Faso. Alors, est-ce que les syndicats ont été associés? Vous êtes à quel niveau également de cette révision des curricula? Merci, Juge Bougma. Pour cette question des curricula, nous sommes toujours en train d'apprécier la situation. Parce que je puis vous avouer que c'est sur les réseaux sociaux que nous-mêmes nous avons découvert ces curricula-là il y a 2 ou 3 semaines. La question que nous posons, comment est-ce que justement ces curricula, même si dans le fond, je n'en rentre pas dans le fond, même si dans le fond c'était bien, comment est-ce que dans ces conditions-là, il peut impacter la situation de notre éducation si ceux qui sont appelés à les appliquer, parce que moi je suis enseignant sur le terrain, je n'ai jamais été informé ni formé sur ces curricula. Ça pose véritablement un problème. Mais puisque pour le moment c'est à l'étape de lecture, ce qui est annoncé, qui va être qui est programmé, c'est l'enseignement d'anglais. Mais le ministre a dit que la révision des curricula, ça continue. Non, c'est pourquoi j'ai dit nous rentrons, on va faire une analyse, on reviendra. Les emplois du temps ont été réajustés pour cette rentrée scolaire en lien avec ces curricula.
de nouvelles disciplines ont été introduites en lien avec ces curricula. Ça, c'est la réalité du terrain. Donc, il y a véritablement un problème. Ce que je peux vous dire, c'est que ces curricula sont faits pour faire une articulation entre le primaire, le post-primaire secondaire et le système LMD. Ça, au moins, c'est une évidence. Et donc, ça vient compléter, ça vient à la suite d'un certain nombre de réformes qui sont faites depuis quelques années et que nous critiquons au regard justement de l'impact que ces réformes-là vont avoir ou ont déjà même sur notre système éducatif, et surtout du fait que ces réformes sont faites sans une implication suffisante des acteurs. Je vous ai dit, même si c'est un débat, je suis enseignant sur le terrain, mais je suis quand même un responsable d'organisation syndicale. Nous n'avons pas été associés, informés sur ce qui se passe en ce qui concerne ces curricula. C'est vrai que c'est des programmes, mais quand ça doit se déployer sur le terrain, ce sont des acteurs et des organisations comme les nôtres là, si c'est pertinent, qui peuvent aider à faire en sorte que ça réussisse. Ne serait-ce qu'en termes d'information, c'est capital. Or, ça n'existe pas sur le terrain à l'heure actuelle. Oui, Juge Ouedraogo. On a l'impression, année après année, qu'on a d'une part les responsables du ministère en charge de l'éducation qui cavalent seuls, et d'autre part les partenaires sociaux qui n'arrêtent pas de dénoncer justement le fait qu'ils ne soient pas impliqués à toutes les étapes de transformation de notre système éducatif. Pourquoi on a des difficultés à instaurer un dialogue de qualité entre les acteurs sociaux? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la mauvaise foi des autorités, ou est-ce que c'est un modèle de management? On ne comprend pas pourquoi il est si difficile pour les acteurs de l'éducation de s'asseoir et de définir ensemble des programmes qui puissent prendre en compte donc les préoccupations des uns et des autres et d'assurer une meilleure qualité de l'éducation à nos enfants. Bon, mauvaise foi, je n'en sais rien. Ça, ce sont les autorités qui peuvent le dire. Mais moi, ce que je puis dire, c'est que je me dis que ça s'explique. Au regard de ce que j'ai dit, qu'il y a comme orientation qui est donnée à nos autorités et qu'elles se donnent les moyens de travailler à suivre et à appliquer. C'est quoi? Cette orientation, je la rappelle, c'est une privatisation à outrance du système éducatif, à tous les niveaux. J'ouvre la parenthèse, si aujourd'hui vous faites le tour dans Ouagadougou, vous avez plus de 800 établissements dans Ouagadougou, post-primaire, secondaire. Mais vous avez à peine plus de 200 qui sont publics. C'est ça la réalité. Vous allez au niveau supérieur, c'est encore pire. Donc, on est dans une logique de privatisation à outrance et donc d'investir le moins possible dans l'éducation. Si vous êtes dans cette posture politique-là, évidemment, le dialogue va être difficile avec les partenaires sociaux, parce que quand les partenaires sociaux vont s'asseoir autour de la table, c'est pour justement faire en sorte que l'éducation, elle soit une éducation publique de qualité et qu'elle puisse être accessible à tous, comme nous le disons. Donc, de ce point de vue, je comprends pourquoi, justement, sur un certain nombre de questions, de réformes, justement, ça s'est fait, et puis c'est au détour d'un contexte particulier, parfois même on découvre les textes. En ce qui concerne les cotisations des parents d'élèves, avec l'association des parents d'élèves, ça a toujours été un débat également qui est posé. Les parents ne savent pas si c'est les autorités en charge de l'éducation qui fixent ces prix, qui conditionnent ces APE, ou ce sont les enseignants ou les responsables d'établissement, ou ce sont les bureaux des associations même des parents d'élèves qui fixent ça. Comment ça se passe? Tout le monde dénonce. Et pourquoi ça ne peut pas changer?
ça ne peut pas changer parce que vous n'avez pas une organisation des parents d'élèves qui est autonome. L'association des parents d'élèves, telle qu'elle est organisée dans notre pays, est une association, nous disons, une association appendice de l'administration. Parce que les textes au départ de cette association, sa création même a été suscitée par le département ministériel. Je ne vous apprends rien que 40% des cotisations des parents d'élèves alimentent l'administration, rentrent dans les caisses officiellement de l'administration. Donc, pour moi, la responsabilité se situe au niveau des autorités. Comment ce mécanisme-là se fait? C'est-à-dire que quand vous payez les frais, les cotisations de votre enfant ou de vos enfants dans un établissement, si l'APE de l'établissement là a engrangé, je ne sais pas, 4-5 millions, les 40% de ce montant-là sont reversés directement dans la caisse de l'établissement et qui alimentent le circuit jusqu'à un niveau donné. Évidemment, avec la situation que j'ai décrite, qui est que les conditions n'existent pas, l'État ne met pas les moyens pour faire fonctionner fondamentalement les établissements et les écoles, beaucoup de responsables administratifs estiment que sans le concours de ces cotisations des parents d'élèves là, les écoles et les établissements dont ils ont la responsabilité de la direction ne peuvent pas fonctionner. Mais moi j'ai dit c'est un faux débat parce que ce n'est pas les parents d'élèves qui vous ont mis là-bas en tant que responsable administratif. Une administration l'État vous a mis là-bas. S'il ne vous donne pas les moyens pour faire fonctionner votre école et votre établissement, c'est vers lui que vous devez plutôt vous tourner pour justement faire fonctionner ces établissements. Donc il y a une complicité, à tous les niveaux dans l'administration pour maintenir ces cotisations de parents d'élèves là qui malheureusement varient d'une localité, parfois même d'une école, surtout au poste primaire et secondaire, d'une école à une autre, en fonction des humeurs ou en tout cas de la bonne volonté du chef de l'établissement et du bureau APE. Du coup, ce sont des augmentations de frais de scolarité de fait. Donc, si vous faites le point aujourd'hui, même dans les établissements publics, les frais de scolarité là sont augmentés d'une certaine manière à travers justement ces frais d'APE là et d'autres mécanismes tels que l'obligation qu'on voit aujourd'hui pour chaque élève de pouvoir d'amener une rame de papier à l'inscription ou à sa réinscription. Donc, ce sont des formes de privatisation, entre guillemets, dans le public, de fait en réalité. Je rappelle à nos auditeurs qui nous suivent sur Watt FM que nous recevons aujourd'hui Souleymane Badiel. Il est secrétaire général de la Fédération des syndicats nationaux des travailleurs de l'éducation et de la recherche FSinter. Ce que vous avez décrit tout à l'heure, ça concerne, si on comprend bien, donc l'éducation dans les établissements publics. Qu'en est-il alors dans les établissements privés sur ces frais des parents d'élèves? Bon, dès l'instant où si vous instaurez un système comme ça, les gens en profitent. Et au privé, les gens en profitent. De sorte que, eux également, ils instituent ces frais de cotisation des parents d'élèves qui alimentent à la fois leurs revenus, mais aussi sont gérés d'une certaine façon par effectivement les bureaux APE. Parce que moi je dis en principe un privé tel que c'est conçu et tel que l'État même a défini le privé, les établissements privés, il en a fait un champ d'affaires. Et si c'est un champ d'affaires, on fait un plan d'affaires avec des montants précis. Celui qui peut payer, il paye. Celui qui ne peut pas payer, il fait le constat qu'il ne peut pas payer, avec tout ce qui va avec. Mais vous allez voir, effectivement, les gens font leur plan d'affaires, ils fixent des frais de scolarité qui doivent normalement permettre à leur établissement de fonctionner à tout point de vue, mais à côté,
ils instituent encore les cotisations des parents d'élèves. En principe, dans les normes, ça ne devrait pas être un problème. Pour peu que les associations des parents d'élèves, elles avaient été donc des structures autonomes, des parents qui s'organisent de façon autonome pour accompagner, pour apporter leur appui à différents niveaux dans l'éducation de leurs enfants, ça marche. Et en ce moment-là, les cotisations, on pouvait peut-être dans un établissement dire, bon, nous on a besoin que ce soit 100 francs pour pouvoir tenir nos réunions, réunir les conditions pour tenir nos réunions, ou pour pouvoir apporter tel appui de façon précise et ponctuelle à nos enfants afin qu'effectivement leur éducation soit scolarisée. Donc, ce que nous disons, ça ne veut pas dire qu'il ne devrait pas exister d'associations de parents d'élèves. On en a besoin pour que les parents s'impliquent dans l'éducation de leurs enfants, mais on devrait être à un niveau où on laisse les parents d'élèves s'organiser eux-mêmes de façon autonome pour voir qu'est-ce que justement ils peuvent apporter dans la mesure du possible à un moment donné ou à un autre dans l'amélioration, dans le suivi de leurs enfants dans les établissements et écoles. Juge Bougma. Oui, mais les associations des parents d'élèves ont quand même contribué de façon conséquente. Soit à compléter le nombre de classes, soit d'établissements, c'est-à-dire un appui matériel et parfois financier au niveau des écoles, même dans le public. Alors, il y a quand même ces effets-là qui sont positifs en termes d'accompagnement et qui contribuent parfois aussi à la prise en charge même de certains vacataires dans certains établissements. Pas dans tous les établissements, mais il y a des établissements où c'est mieux organisé. Alors que c'est aussi controversé. Il y en a qui disent, bon, c'est une association, je ne dois pas, je ne veux pas. Comment est-ce qu'on conjugue ça? Non, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire tel que c'est fait, aujourd'hui dans les établissements publics, si vous avez votre enfant, vous n'avez pas le choix que de payer la cotisation des parents d'élèves parce qu'elle vous est exigée à l'inscription ou à la réinscription de votre enfant. Même au privé. Comme vous le dites. Et que vous ayez un seul enfant ou 10 enfants, vous allez payer autant de cotisations. Donc, vous ne payez pas une cotisation en tant que parent d'élève. Vous payez des cotisations pour vos enfants dans l'établissement. Deuxième chose, oui, évidemment, ça a servi à résoudre un certain nombre de problèmes dans les établissements. Mais j'ai dit que ça ne devrait pas être ainsi. L'État ne peut pas se dédouaner de cette façon-là pour se reposer sur les parents d'élèves en termes de cotisation pour faire fonctionner les établissements. Personnellement, j'estime qu'on peut organiser notre système éducatif d'une autre manière, de sorte qu'effectivement, on lui alloue les budgets conséquents afin qu'il fonctionne et que les parents d'élèves s'organisent autrement et apportent une contribution plus contributive. Parce que la réalité aujourd'hui, c'est quoi? C'est que 90% des parents d'élèves, on les oblige à payer cette cotisation. Une fois qu'ils ont payé la cotisation, c'est fini. Ils n'ont plus d'autres apports dans les établissements. Or, si justement ils s'organisaient autrement, comme je l'ai dit, pour accompagner l'administration, pour accompagner les autres personnels dans notre système éducatif en termes de réflexion, en termes d'appui, conseil, d'écoute, en termes de présence même dans les établissements, évidemment, ça aurait amélioré notre système éducatif. Mais comment peut donc c'est une privatisation. Mais comment peut se faire cet autre appui-là que ce qu'ils font actuellement? Cet autre appui, comme je l'ai dit, peut se faire en organisant les parents d'élèves de sorte que, je prends un exemple. Nous, quand nous étions petits, il y avait la cantine à l'école, mais quand la cantine arrive, le bois pour faire la cantine, ce n'est pas l'école qui disponibilise le bois. Je prends cet exemple. C'est les parents d'élèves qui s'organisent pour apporter le bois,
pour apporter les ustensiles, tu dois servir justement à faire le repas pour leurs enfants. C'est un exemple que je prends. Mais si j'ai dit, pour moi, leur contribution même doit aller au-delà. Si trimestriellement, il était possible qu'il y ait des rencontres avec les parents d'élèves et le personnel éducatif dans les établissements pour échanger sur les autres difficultés, parce qu'il y a beaucoup d'autres difficultés que les élèves rencontrent dans les établissements, pour discuter de ces difficultés, pour voir ensemble quel partenariat on peut élaborer, on peut tisser pour s'accompagner, afin que justement ces problèmes-là n'impactent pas négativement l'éducation de nos enfants. On aurait fait des avancées plutôt, comme je l'ai dit, de résumer ça à une simple cotisation. Et une fois que la cotisation est payée, le parent s'en va, il ne revient à l'école tout au plus qu'en fin d'année pour chercher à prendre le bulletin de son enfant. Alors, à tous ces éléments s'ajoute justement la question de l'incivisme et des drogues dans les établissements. Quelle est la part de responsabilité des différents acteurs, notamment les parents, les autorités, mais également les enseignants qui sont dans les classes avec eux? Et surtout les syndicats. Non, l'exemple que je prenais, c'est en pensant à ces situations-là que je disais que les parents d'élèves pourraient avoir une contribution énorme. Parce que beaucoup de parents ne savent même pas ce qui se passe avec leurs enfants dans les établissements. Le visage qu'ils présentent à la maison, il est totalement différent de ce qu'il a comme visage dans l'établissement. Si vous ne passez pas dans l'établissement, vous ne savez pas ce qui se passe avec votre enfant dans l'établissement. L'autre chose, c'est que vous avez aujourd'hui des effectifs dans nos classes et une insuffisance de personnel enseignant et d'encadrement qui ne permet pas un suivi pour effectivement mieux cerner ces questions-là et même d'anticiper. Antérieurement, moi je sais qu'au premier cycle, même quand il n'y avait pas de cours les après-midi, il n'y en avait pratiquement pas pour les petites classes, mais l'étude était obligatoire. Les enfants étaient en classe et il y avait des surveillants pour être là, pour s'assurer qu'ils sont en classe et qu'ils apprennent leurs leçons. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas organiser ça avec ce qu'on a comme effectif. Donc, la réalité est telle qu'effectivement, la situation, les enseignants, ils ne connaissent parfois même pas leurs élèves. Vous pouvez avoir une classe jusqu'à la fin de l'année. Quand vous avez un effectif de plus de 100 dans une classe, vous avez 4-5 classes à votre charge. Vous pouvez être sûr que vous arrivez en fin d'année sans connaître un bon nombre d'entre eux. Or, pour les plus petits, du primaire jusqu'à la fin du secondaire, l'enseignement est encore individualisé. L'enseignant doit être capable effectivement de connaître chaque élève, de connaître ses difficultés et de pouvoir l'accompagner. Là où ça l'est, effectivement, ça produit des résultats. Ça produit des résultats, dites-vous, mais justement, aujourd'hui, vous êtes un syndicat, je dirais, fort et influent. Vous vous occupez de l'éducation, de la recherche. Quelles sont les solutions, justement, de votre syndicat par rapport à cette situation que vous-même vous qualifiez de cauchemardesque pour les parents et qui est également très préoccupante pour l'État, pour tous les acteurs du monde éducatif, avec ces crises sociopolitiques, avec ces crises sécuritaires, avec ces crises humanitaires. Rapidement, quelles sont les solutions, puisque vous en parlez aussi dans vos préoccupations à l'égard de l'État? Moi, je pense que l'État doit effectivement jouer son rôle régalien en matière d'éducation. Et ce rôle régalien-là, c'est de dire que l'école, c'est l'affaire d'abord de l'État. Et il se doit d'organiser le système éducatif, comme je l'ai dit, de sorte qu'effectivement, il y mette les moyens, les budgets qu'il faut pour que ça fonctionne. Si vous regardez, je peux vous prendre l'exemple, vous regardez à la recherche aujourd'hui, parce que nous nous couvrons jusqu'à ce niveau, je puis vous dire que la part du budget national dans la recherche
ne permet pas d'assurer les factures d'eau et d'électricité du CNRSC. C'est ça la réalité. Avec ça, on ne peut pas avancer. Donc, nous avons besoin que, effectivement, l'État mette les moyens conséquents pour que les établissements, les instituts fonctionnent. Si les ressources sont mises et les hommes sont formés, je crois qu'effectivement, nous pouvons faire des pas. On a l'habitude de dire que les pays que nous citons en exemple, tels que les pays asiatiques, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont mis une part importante, parfois même plus de la moitié du budget national dans l'éducation. Une fois que c'est implémenté... Est-ce qu'avec la situation actuelle, on peut faire ce que vous dites et mettre la moitié du budget dans l'éducation quand on sait qu'il y a aussi des exigences au plan sécuritaire? 1 minute. Moi, je pense qu'on peut avancer. Parce que je vous ai dit, si on n'avance pas sur le terrain de l'éducation, ça veut dire qu'on cherche des solutions éphémères et ce ne sera pas des solutions durables pour notre pays. Oui, rapidement, la minute de cette audience, juge Bougma. Bon, c'est la journée de l'enseignant. Ce que je peux faire, c'est souhaiter beaucoup de courage, une très bonne fête à ces enseignants, surtout ceux qui sont dans des zones sensibles aujourd'hui, donc qui partagent entre peur et appréhension, doute, crainte, le savoir aux enfants en tenant compte également de leur propre sécurité. Donc du courage à tous ces enseignants. Du courage aux enseignants, juge Inoussa Ouedraogo. Courage à eux, félicitations à eux, et au regard de la situation qu'a dépeint le secrétaire général de la FSINTER, on se rend compte que les secteurs de l'éducation, malgré les efforts qui sont faits, reste un secteur où il faut beaucoup investir. C'est vrai que la situation sécuritaire fait que les budgets sont orientés ailleurs, mais il y a nécessité qu'on investisse dans l'éducation parce que l'avenir aussi se trouve là. L'avenir se trouve dans l'éducation. Sans l'éducation, on ne peut pas promouvoir notre société et la transformer positivement. C'est déjà la fin de cette 3e audience de la semaine pour le tribunal de l'actualité qui recevait pour vous Souleymane Badiel. Il est secrétaire général de la Fédération des syndicats nationaux des travailleurs de l'éducation et de la recherche FSINTER. Merci d'avoir honoré notre convocation. C'est moi qui vous remercie. Merci au juge Bougma, merci pour vos éclairages. Merci au juge Inoussa Ouedraogo. Merci. Merci et merci à toutes les équipes de réalisation de Tri TV et Watt FM, conduites aujourd'hui par Césaire Kafando à la télévision et Alphonse Déduit à la radio. Merci également à vous tous qui nous suivez chaque matin, auditeurs et téléspectateurs des médias leaders au Burkina. Et rendez-vous demain, même heure, pour une nouvelle audience du tribunal de l'actualité, avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.